avec vous pour voilà, prendre du temps pour échanger sur ce sujet-là parce que c'est hyper important, pas seulement parce qu'on est des femmes, mais parce que voilà, dans nos vies professionnelles, eh ben, on a besoin de se vendre. Alors, on appelle ça se vendre. C'est pas forcément la formule que je préfère, mais en tout cas, on se comprend, hein, quand on dit ça, parce qu'on sait on l'a expérimenté, ce truc de devoir parler de soi et que ça accroche et que ça marche. Alors, ce que je vous propose, on a 1 heure, ça va être dense, hein. On a 1 heure et je voudrais la découper comme ça, c'est que je vais commencer un petit tiers de cette heure-là, allez, un quart d'heure, 20 minutes, pour vous présenter les 10 points que j'ai préparés, les fameux 10 commandements que je vous propose, qui regroupent quand même pas mal de choses, dont des réponses aux questions que certaines d'entre vous m'ont posées. Et puis dans un deuxième temps, bah, j'irai prendre ces questions-là que vous m'avez gentiment adressées et qui sont vraiment sur le vif du sujet. J'ai été bluffée parce que d'ailleurs, dans la plupart de vos questions, il y a des éléments de réponse hein, déjà dans les questions elles-mêmes. Donc on ira voir ça ensuite. Et puis enfin et même c'est la majeure partie du temps, je prendrai les questions qui apparaîtront ensuite. Donc, j'espère que c'est clair. En résumé, 1, je vous fais mon petit brief. 2, je prends les questions que j'ai reçues avant. Et puis 3, je prends les autres questions qui vont se manifester en cours de route. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir quand même sur ces sujets de parler de soi, c'est que ça demande du boulot. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ça demande beaucoup de boulot, ça demande du travail. Si vous regardez, il y a assez peu de sujets dans la vie sur lesquels on s'entraîne aussi peu et qui sont aussi importants pour nous, en fait. Si vous faites du sport et que vous courez, par exemple, je dis ça parce que c'est assez répandu. Si vous courez, vous allez courir 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Si vous vous préparez à changer de job, vous allez bosser sur l'acquisition de vos nouvelles compétences de façon intensive, vous allez suivre une formation, etc. Pour ce qui est de savoir se vendre, et je vous garantis que, allez, je vais dire ces 10 dernières années, tous les entrepreneurs, consultants, patrons de start-up, tout ce que vous voulez, avec qui j'ai bossé sur ces sujets-là, personne ne m'a dit consacrer vraiment du temps à ça. C'est normal, on essaie de faire avec les compétences qu'on a. On se dit d'ailleurs quelquefois que, allez, si on a du charisme, ça va marcher. Puis si on n'en a pas, tant pis. Et en fait, c'est pas comme ça. Non, non, c'est un truc, c'est comme plein d'autres sujets. Il y a des méthodes. Tant mieux pour celles qui ont du charisme et qui ont la tchatche et pour qui ça marche de façon plutôt fluide. Je suis d'ailleurs pas convaincue que avoir la tchatche, pour prendre cette expression, ça soit la meilleure façon d'y arriver ou avoir du charisme, quoi. En revanche, ouais, il y a des méthodes, il y a des techniques, quoi, comme pour plein de sujets. Et puis, quand on les applique, eh ben, on est étonné, mais on voit que ça marche. Alors, je commence la première. Vous allez évidemment, d'abord, vous vous en êtes certainement rendu compte, et puis on va le voir vraiment dans le détail. Dans ce sujet-là, il y a du fond et il y a de la forme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont concerner votre style, votre ton, votre voix, votre énergie, etc. Oh, j'enlève mes lunettes, je trouve que ça fait bizarre. Je vois moins bien, mais c'est pas gênant. Donc tout ce qui va concerner votre style, allez, on va appeler ça la forme. Et puis il y a le fond, ce dont vous parlez, hein, ce que vous racontez réellement. Et les deux sont importants. Et puis il y a une jolie petite phrase de Oscar Wilde qui dit que la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Voilà, j'aime bien celle-là. Alors, le premier point que je vous recommande, c'est de prendre ce temps nécessaire, indispensable, vous savez, je fais la liste de mes savoir-faire. Je fais la liste de mes compétences. Ah, j'ai nouveau besoin de lunettes. Alors, ce que je vous ai mis, c'est que c'est important de prendre du temps pour lister ce que vous savez faire, mais aussi ce que vous aimez faire. Ça, c'est déjà un élément de réponse pour celles qui m'ont posé des questions sur j'ai pas bossé depuis des années, comment je vais m'y remettre. Et aussi, et même surtout, la façon dont vous le faites. C'est quoi votre touche personnelle, ok? Et ça, c'est un long boulot, c'est-à-dire que
ça se liste dans le détail. Il ne faut pas hésiter à ce qu'il y en ait trop pour ensuite les regrouper. Et puis, ça comporte des sujets métiers, professionnels, mais aussi des sujets de comportement. Je suis une fille organisée, je suis quelqu'un de direct, ou au contraire, je prends les choses au fil de l'eau, etc. Tout ça, c'est important, c'est une touche personnelle. On est tous d'accord, je l'ai lu hein, dans vos messages, on est sur un marché super concurrentiel. J'ai envie de dire, on n'a plus d'autre choix que d'être soi-même et d'être vraiment, parce que de toute façon, hein, on ne sait pas comment c'est reçu avant. Et puis, il y a la nécessité de prendre un avis extérieur. J'ai lu plusieurs messages d'entre vous qui me parlaient de vous entraîner avec vos amis ou de vérifier ça avec vos amis. Les amis, c'est super. Et en même temps, c'est pas les mieux placés pour nous aider sur ces sujets-là, parce que les amis, soit ils sont trop sympas, ils disent, ouais, vas-y, fonce, ouais, c'est bon, j'adore quand tu dis ça, que sais-je, enfin, des trucs encourageants qui font chaud au cœur et c'est important, mais c'est pas forcément hyper constructif. Et puis, ils peuvent être aussi super critiques, les conjoints, les proches, les parents, les amis. Ils nous connaissent finalement trop et ça manque un peu de discernement. Ok. Donc, essayez de trouver un deuxième cercle pour tester. Vous savez, les amis d'amis, les gens, les amis professionnels et les gens avec qui il n'y a pas d'enjeu, avec qui vous n'allez pas être jugé d'une façon qui vous fera perdre quelque chose. Et pour encore mieux parler de tout ça, ça c'est mon deuxième point, et je vous le livre presque tout de suite là, alors que c'est probablement un des trucs les plus importants que j'utilise, et je vous garantis que ça a changé des choses vraiment pour les gens qui sont mis à l'utiliser. Alors moi j'ai un petit procédé mnémotechnique, c'est la méthode STAR. Bon, c'est un truc américain parmi d'autres. Alors S, ça veut dire situation, contexte de départ. T, c'est target. Nous, en français, on dirait l'objectif. Ça pourrait être l'enjeu aussi. A, c'est l'action, c'est-à-dire ce que vous faites réellement. Ça peut être soit quelque chose que vous avez réalisé, soit les compétences que vous mettez en œuvre, ou a fortiori les deux. Et puis R, évidemment, le résultat. Et c'est le plus important. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on raconte sur notre boulot, notre métier, notre entreprise, etc., au fond, c'est pour quel résultat, quoi? Qu'est-ce que ça rapporte à fortiori à celui qui paye, hein, au bout de la chaîne, ou à celui qui utilise, ou les deux. Donc ça, c'est le truc qui permet d'être concret, d'appliquer tout ce qu'on sait faire à des choses réelles. C'est d'autant plus important si vous êtes dans des métiers un peu intangibles. Hein, quand on est dans l'Internet, quand on est dans le concept, quand on est voilà, dans tout ce qui n'est pas une boutique avec des trucs palpables rangés dedans, ça peut être particulièrement intéressant. Mais c'est intéressant en général. Donc ça, c'était mon deuxième point. Je raconte plus mes réalisations finalement que des idées. Et puis en 3, là, je vous parle de ce qui vous différencie vraiment. Je vous mettais par écrit, c'est pas le moment de jouer les grandes timides. Ben oui, et là aussi, il y a eu des questions dans ce sens-là, mais il n'y a que vous. Si vous êtes la meilleure placée à chaque fois pour en parler. Donc, c'est important de trouver sa touche et d'oser l'assumer. La fille sympa, la fille toujours dispo, la meilleure organisatrice que je connaisse, etc. Et là, c'est sympa de pouvoir faire parler, de mettre ça dans la voix des clients, des utilisateurs, que ça soit vrai, avéré ou pas encore tout à fait vrai. Je parle de témoignages là, hein. C'est toujours bien de faire dire que les clients disent de moi que je suis la meilleure organisatrice de mariage, etc. Et c'est important de le mettre dans la voix des autres parce que ça permet de moins dire je. Et c'est une des questions aussi que j'ai retrouvées, j'irai dans le détail dans quelques minutes. C'est dès que je parle de moi, j'ai l'impression de me vanter. Donc, ben oui, on n'aime pas avoir l'impression de faire l'article sur soi. Et surtout, ce qui est important dans ce genre-là, c'est de pas commencer à raconter sa vie. Ne pas raconter sa vie tout court, et surtout ne pas raconter sa vie depuis le début. Vous connaissez le truc de, ben moi j'ai passé mon bac là, après, bon, j'ai fait un an de ceci, cela, bon, ça n'a pas marché, finalement je suis partie en truc. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de,
c'est intenable, c'est trop long. C'est vrai que nous, à l'école, en France et probablement en Occident, ben, on apprend à être dans la démonstration, hein. Petit 1, petit 2, petit 3. On amène les choses comme ça progressivement à une conclusion. Et ben, en oral, parce que je vous le redis, hein, on est dans l'oral, et ben ça marche pas comme ça. Et là, je m'inspire de toutes les méthodes qui marchent pour les interviews télé. C'est que on commence plutôt par la fin. C'est quoi quand on prépare une interview télé, le truc le plus important à faire? Eh ben, c'est d'aller à l'essentiel. C'est d'aller à la conclusion, d'avoir le truc, l'info marquante en premier. Et ça, c'est génial parce que ça nous empêche de raconter notre CV en ordre chronologique. Parce que c'est ça, pourquoi c'est pénible le truc de je raconte ma vie depuis le début, parce que ça ressemble à un CV. Et en particulier quand on entreprend, on veut surtout pas avoir un discours qui ressemble à un CV. Sinon, vous avez l'air de demander un job. C'est exactement pas la posture que vous voulez avoir. Et puis, ça c'était le quatrième point. Le cinquième, je vous mettais là, c'est l'obsession du bénéfice client. Je vais vous faire un aveu, je l'ai compris un peu tardivement, enfin en tout cas pas aussitôt que j'aurais aimé. Le jour où j'ai compris que tout ce que je racontais, il fallait que je le mette en lumière, euh, en regard de ce qu'attend la personne à qui je parle, là j'espère que l'heure qu'on passe ensemble, ça va vous servir tout de suite dès cet après-midi à tester une autre façon de vous présenter ou à renforcer un truc que vous faisiez déjà bien, etc. Et que ça vous amène tout de suite plus de clarté, plus d'impact auprès de tel prospect, auprès de tel partenaire, et que ça vous amène quelque chose. Alors, c'est ça le bénéfice client. Quel que soit votre site internet, votre métier, votre nouveau métier, votre futur métier, c'est quoi le bénéfice pour l'autre de ce que vous faites, de ce que vous pouvez proposer. Là aussi, je ne sais pas si c'est tellement dans notre culture. Euh, les commerciaux ont peut-être plus l'habitude d'être dans cette perspective-là, mais ça, c'est essentiel. Allez, j'enchaîne pour aller assez vite sur vos questions. 6, je décide que quand on parle, quand je parle, on m'écoute, et non pas l'inverse. C'est un petit peu de la méthode Coué, vous savez, du truc de allez, je vais me convaincre moi-même, parce que c'est important pour convaincre les autres. Alors, là aussi, ça va peut-être prendre du temps. Pourquoi je vous mets ça? Parce que l'exercice dont on parle là, il est finalement à la frontière de, ok, des bonnes méthodes pour construire mon discours et puis aller prêcher la bonne parole. Et puis aussi, c'est un truc de, j'arrête de me dire que ça va pas marcher. J'accepte ce qui va venir en réaction. Il y a des fois où ça va super bien marcher. D'autres fois, j'aurai moins d'impact, mais c'est ok. Qu'est-ce que ça m'apprend quand j'ai pas d'impact? Mais fondamentalement, il y a un truc un peu de, allez, je vais sauter dans l'eau du grand bain et j'assume de le faire, quoi. Et donc là, c'est important de se dire que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça va amener 4 grands types de questions. En un, est-ce que on vous comprend à peu près? Est-ce que vous avez un vocabulaire simple, pas de jargon, vous avez bien testé votre concept et en gros, au bout de 3-4 phrases, on sait quel est votre métier ou votre type d'activité, hein. La deuxième, c'est est-ce que ça a suscité des questions? Donc justement, est-ce que j'en ai pas trop dit? Ça donne envie qu'on pose des questions. Le troisième niveau de réaction qu'on doit susciter, c'est que ça doit donner envie d'en parler à quelqu'un et ça doit être possible. C'est-à-dire que quand vous avez présenté votre boîte, par exemple, la personne avec qui vous avez parlé, elle doit pouvoir rentrer chez elle et dire, tiens, j'ai rencontré une nana qui fait un super truc, c'est, et ce qu'elle va dire, ça correspond à la réalité. Et puis enfin, c'est le capital sympathie, j'articule. Euh, bon, ça se décrète pas, quoi. Mais si vous pouvez travailler à être accessible, sympa, avoir un petit peu un trait d'humour et tout, si c'est naturel, tant mieux. Sinon, pensez-y. Ce qu'on raconte sur notre business, ça doit pas être une punition pour les autres, quoi. Ok? Enfin, de l'entraînement. Vous savez qu'avec un portable, avec son mobile tout bête, on se prend en vidéo avec sa webcam, comme je le fais là, on se prend en vidéo et pas une fois, plein de fois, et on répète et on essaie de pas se dire tiens, je suis coiffée bizarrement aujourd'hui ou vraiment on voit mes rides.
ou j'ai une drôle de tête, mais plutôt qu'est-ce que je dégage et en quoi ça m'aide à atteindre mon objectif. Okay. Là, si on s'entraîne en vidéo ou si on prend du feedback aussi de gens autour de nous, on va pouvoir se demander ce qu'on dégage aussi de sa propre posture, quoi. Vous savez, tout le non-verbal. Il y a le verbal, c'est les mots qu'on utilise. Il y a le paraverbal, alors c'est notre voix, le ton, le rythme. Et puis le paraverbal, ben, c'est notre corps, l'énergie qu'on dégage, ça peut même être l'environnement. Hein. Et ça, c'est important au moins d'en avoir conscience. Ça se corrige pas forcément tout de suite si on a, je sais pas, un tic, soit un tic de langage, soit un tic physique. Je pense par exemple à certains hommes politiques. Mais la première des choses, vous savez bien, pour changer, le premier truc, c'est d'abord d'avoir conscience d'où on part. Donc ça, plein de gens me disent ah oh ouais c'est super, je vais le faire, je vais me prendre en vidéo, je vais regarder. Puis en fait, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc si vous avez envie d'essayer, je pense que ça peut vous apporter des trucs. Mon 9e point, c'est la petite voix à l'intérieur de nous qui nous balance des mauvaises idées pendant qu'on est en train de parler de soi et qui nous fait dire des bêtises ou nous critiquer ou nous juger, etc. Je vais vous dire un truc, franchement, il y a une seule voix à écouter, c'est celle de nos clients, celle de nos prospects, etc. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que vaut vraiment votre activité, ben demandez-le à ceux qui payent pour ça ou qui seraient susceptibles de le faire. Vous savez, comme on fait une étude de marché, quoi. Et c'est pas la peine d'avoir un procureur à l'intérieur de soi ou quelqu'un qui nous fait dire des objections à ce qu'on raconte, les objections que d'autres seraient susceptibles de nous faire, on leur coupe l'herbe sous les pieds. C'est important de laisser notre public nous faire des objections parce que c'est des opportunités d'apprendre comment on est perçu, d'apprendre ce qu'on pourrait améliorer. C'est quand même souvent une preuve d'intérêt. Hein, quand on vous fait une objection, c'est qu'on est prêt à parler avec vous. Donc il faut les laisser venir, il ne faut pas les faire vous-même. On l'a toutes fait, hein, je l'ai fait aussi. Hein. Si j'ai le temps, je vous en raconterai une bien nulle que j'ai fait sur moi il y a 10 ans. Ça m'a servi de leçon. Et justement, la 10e, c'est sur les critiques, les remarques, les objections, les questions. J'appelle ça les crocs. Et ça aussi, ça se gère avec méthode, puisqu'on va forcément en avoir. Autant s'y préparer. Et là, c'est important de les accueillir, de dire ok, c'est vrai, c'est important cette question-là, d'assumer de les reformuler, et seulement là, d'argumenter et de valider si on a bien répondu à la question ou à l'objection de la personne. Et c'est comme ça qu'on gagne des points et qu'on avance dans un processus d'échange avec un prospect, par exemple. Je me mets souvent un peu dans une optique commerciale, mais vous vous doutez bien que ça marche aussi pour décrocher un partenariat, convaincre quelqu'un de parler de nous. Finalement, tout le monde est un peu notre client quoi, quand on doit convaincre, qu'on veut, encore une fois, je prends cette expression, prêcher la bonne parole. Voilà, ça c'était mes 10 petits points. Alors, vous vous doutez bien qu'on peut évidemment décliner, aller dans plus de détails. Il y a beaucoup de choses à dire sur la physiologie elle-même, la voix, l'énergie qu'on a, l'assurance qu'on a, etc. Donc aujourd'hui, on est focalisé sur acquérir un peu de méthode. Hein, c'est pour ça qu'on a appelé ça les 10 commandements avec les bonnes copines, pour que vous puissiez partir de quelque chose d'un peu précis. Voilà, juste après cette petite conf ou dans les jours qui viennent, vous savez, reprendre votre façon de vous présenter et puis vous dire, voilà, tiens, est-ce que je suis assez concrète? Est-ce que je donne bien des illustrations, des exemples? Est-ce que j'entends bien ce que me disent les gens qui réagissent à ce que je fais, etc. Alors, du coup, j'enchaîne. Donc, je vois plein de petites questions qui arrivent dans le chat à côté. Évidemment, je peux pas matériellement y répondre pendant que je vous parle. En tout cas, je ne sais pas le faire pour l'instant. Et donc, je vais repartir des questions que vous m'avez envoyées, les bonnes copines, dans les jours qui précédaient. Alors, je ne vais pas forcément dans l'ordre. Je vais vous dire d'abord de quoi je ne vais pas parler. C'est une façon d'y aller. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions qui concernent une reconversion professionnelle. Donc, c'est un sujet vaste
qui aborde plein d'autres questions que celle de convaincre à l'oral et savoir parler de soi. Donc ça n'empêche pas que, voilà, peut-être on peut communiquer ensemble, je peux donner quelques pistes, mais là on reste vraiment sur le pitch, quoi, vous savez, hein, ce qu'on appelle le pitch et quelques phrases qu'on dit. Alors, je vais commencer par une question physiologique. C'est Clémence qui m'a demandé, qui m'a posé des questions au sujet de sa voix. Alors Clémence, je lis ta question, je ne sais pas si tu es là aujourd'hui en direct live. J'ai l'impression d'avoir une voix neutre qui ne passe pas. Je suis pas spécialement timide, mais j'ai une difficulté à me faire comprendre, à me faire entendre. J'ai l'impression que j'arrive pas à m'imposer. Voilà, je lis pas tout dans le détail. En substance, on a ça. Et Clémence, du coup, tu me demandes même est-ce qu'il faut décrocher, lâcher le fil de la conversation à un moment. Alors, je t'ai pas vu faire, et ça, c'est un truc intéressant. Si vous voulez savoir ce qu'on pense de votre voix, bah, demandez-le aux gens qui sont autour de vous. Il n'y a que ça. Vous savez, je vais encore citer un petit truc américain, mais ils ont une formule, euh, c'est don't guess, ask. Ne devine pas, mais demande. C'est important, nous, on fait tout le temps de l'interprétation sur ce qu'on doit parler, sur ce qu'on doit dire de soi. Il faut demander. Donc sur la voix, il faut demander. Moi, il me semble que même si tu as une voix neutre, puis vous entendez, moi j'ai une voix un peu bizarre aussi, bon, ça ne va pas empêcher de faire de la radio, puis de la télé, finalement c'est même un peu ma marque de fabrique. Ce qui est important dans la voix, c'est le rythme. Comment on fait pour, euh, comment on fait pour donner du rythme? Ben, on force sur l'enthousiasme. Et comment on fait pour forcer sur l'enthousiasme? On fait deux choses. Un, on parle plus fort, déjà un truc. C'est difficile d'avoir l'air mou du genou quand on parle avec une voix voilà, qui force un peu. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait des pauses et des accents. Alors ça, c'est super important. Vous voyez, là, j'ai 1 heure à parler avec vous. Si je parle non-stop, vous allez vous endormir. Une voix, ça peut être assez berçant. Donc Clémence, mon premier conseil, c'est vraiment ça, c'est travaille ton rythme, travaille les accents. Il y a des mots que tu veux mettre en lumière forcément qui correspondent à ton business, à ton activité. Et pour être bonne avec l'accent, je ne parle pas d'accent dans une langue étrangère, hein, de mettre de l'accent sur certains mots, là je le surjoue un peu, on peut très bien attirer l'attention de nos interlocuteurs justement en utilisant des petites phrases qui disent, par exemple, Madame, Monsieur, je ne sais pas, votre interlocuteur, Robert, là où je veux attirer ton attention, c'est sur la chose suivante. Là où je veux attirer sur ton attention, il compte vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le cerveau de l'autre, il va l'entendre comme quelque chose de différent. Donc Clémence, vas-y en structurant ton propos, en mettant l'accent sur certains mots, tu fais des pauses, tu ajoutes des petites formules du type là où je veux attirer ton attention, là où je voudrais avoir votre avis. C'est une très, très bonne façon d'impliquer les gens, c'est de leur dire qu'on va leur demander leur avis. Et tu ne décroches pas de la conversation si tu sens que tu n'es pas assez convaincante, tu tentes encore et encore. Okay, mais pense Clémence à demander à ton entourage, comme je disais tout à l'heure, plutôt au deuxième cercle, vous voyez, les amis d'amis, des relations professionnelles avec qui vous pouvez vous tester, vous pouvez vous échanger ce service-là aussi. Et tu nous diras, tiens voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, si ça a marché. Alors, j'ai une question de Cindy aussi, qui me pose des questions sur les newsletters, les communiqués de presse, les réseaux sociaux. Donc, c'est pas notre sujet aujourd'hui. En revanche, Cindy, tu nous demandes quelles sont les étapes et le temps à consacrer à une communication réussie. Donc, je ne sais pas sur quoi tu te bases, mais oui, ça prend du temps. S'entraîner à l'oral, ça prend du temps. Moi, j'ai mis vraiment plusieurs mois au début de mon activité, ça remonte à 10-12 ans, à vraiment formuler les choses et surtout, je m'impose 2-3 fois par an de revoir mon discours et de me dire, tiens, finalement, quand je me suis présentée ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai eu comme réaction hein, pour updater, améliorer et surtout être au plus proche de mon actualité. Donc, il faut savoir que ça va évoluer. Donc, Cindy, oui, ça va prendre du temps. Alors, Annie-Paul, tu me demandais
que tu n'oses pas dire ce que tu fais, en équipe notamment, parce que tu as l'impression de te vanter. Et sur la prétendue vantardise, il y avait une question aussi de Sandrine sur l'audace, etc. Alors là, les bonnes copines, que vous dire? Si vous avez l'impression de vous vanter, là aussi, moi je pense que euh, il faut, euh, il faut prévenir, il faut tester, voyez, en vous mettant en situation avec des gens, en leur demandant de vous donner à l'issue de votre présentation un feedback réaliste sur ce que vous avez dit. Est-ce que c'est bien dosé? Surtout, est-ce que ça répond à votre objectif qui est de présenter telle ou telle activité? Vous allez voir, essayez de le faire avec des personnes de style assez différents pour pouvoir avoir du feedback sur ça. C'est quoi se vanter? C'est sûr que quand on est dans le moi je, et qu'on ne fait pas attention ni à qui on parle, ni avec qui on a fait ces choses-là, bon, ça peut être pénible. Moi, je rencontre pas beaucoup de gens qui se vantent, mais je rencontre beaucoup de gens qui me parlent d'un truc qui m'intéresse pas. Et du coup, quand on parle de soi face à quelqu'un qui est pas très intéressé ou avec qui on n'a pas checké que ça pouvait l'intéresser, ou sous quel angle ça pouvait l'intéresser, ben, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on a ces grands moments de solitude où on a l'impression d'avoir parlé de soi un peu pour rien et que, en plus, on est une horrible égocentrique. Donc reprenez les trucs dans l'autre sens. Ce que vous voulez présenter, ce que vous voulez vendre, ça doit servir à qui? C'est quoi l'objectif de ce que vous faites? Okay, de quel marché vous partez? Sur quel secteur vous êtes? Dans quel métier? C'est quoi le contexte de départ? Je reviens à ma petite méthode STAR. Hein. Comment vous faites pour y arriver? Et puis quels résultats vous obtenez? Et quand vous avez ce tronc commun là, ce socle indéboulonnable, eh ben, vous l'adaptez au contexte. Il y a peut-être 80% de votre pitch qui va rester équivalent, et puis il y a 20% qui va dépendre des gens avec qui vous êtes, du contexte, de la cible, etc. Ça veut dire que, allez, je vais reprendre l'exemple d'une jeune femme qui a une boîte où elle organise des mariages et des événements. Bon, c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé pour une cliente il y a quelques temps. Bon, elle a de la concurrence, donc elle a dû faire un travail où elle décrivait son secteur d'activité, où elle expliquait le target, hein, l'objectif, c'était ce que ses clients attendaient, quels étaient les enjeux, qu'est-ce qui était difficile au départ dans l'organisation d'un mariage, à quel moment elle intervient, quelquefois bien en amont, quelquefois un petit peu tard. Vous voyez, ça c'était la partie des enjeux. Ensuite, dans Action, ben, elle s'est mise à décrire les 3-4 offres phares qu'elle délivre, qu'elle vend à ses clients. Et puis R, les résultats, c'est, vous savez, les résultats, c'est quoi? C'est toujours un gain de temps, un gain d'argent, un gain de qualité. Dans qualité, il peut y avoir beaucoup de choses, hein, mais qu'est-ce que ça fait gagner à vos clients d'être votre client? J'espère que c'est parlant, hein, vous me direz dans vos réactions. Donc ça, c'est pour répondre à la question de se vanter. Après, c'est vrai que quelquefois, on a eu une éducation où on nous a dit parle pas de toi, parler de soi, c'est se vanter, se regarder dans la glace, on va voir le diable, que sais-je. Écoutez, le monde change, à tout âge, on n'est pas des produits, on est, on est des filles, des femmes qui offront nos compétences d'une certaine façon, à un certain moment, pour répondre à des besoins de certaines personnes. Et c'est ça. Donc si vous vous câblez beaucoup plus sur le besoin des autres que sur vous-même, c'est sûr, c'est un travail, il faut lâcher l'ego un petit peu. Il y a de grandes chances, de fortes chances, c'est ça que je voulais dire, que vous sentiez une différence. Dans la question d'Annie Paul, qui était bien détaillée, il y avait aussi une question sur l'impact. Je ne sais pas quel impact j'ai sur mes interlocuteurs. C'est vrai, c'est bizarre, et puis en plus, j'arrête pas de vous dire qu'il faut leur demander, mais ça peut être un petit peu intimidant. Donc ça se prépare. C'est quoi les 3 ou 4 ou 5 façons que vous pourriez utiliser pour demander à vos interlocuteurs ce qu'ils pensent de ce que vous leur racontez?
Mais concrètement, quoi, vous prenez un papier, un crayon ou votre tablette préférée et vous voulez lister ces questions-là. Moi, je vais recevoir du feedback là de ce que je vous dis. C'est facile, hein, je prends cet exemple-là. Euh, Là, bon, j'ai du mal à lire le chat en même temps. Je vois des petits trucs arriver, mais tout à l'heure, je les lirai et je vais comprendre si c'était clair, si ça a bien répondu à vos attentes. Dans l'hypothèse, regardez, c'est important vraiment de se détendre sur le fait qu'on s'expose et qu'on est jugé. Dans l'hypothèse où j'aurais pas répondu à certaines de vos attentes, qu'est-ce que je vais faire de ces informations-là? Je vais regarder ce que ça me dit, un, de la compréhension que j'en ai eue, deux, des autres besoins que ça révèle. Et en fait, c'est souvent des bonnes nouvelles, ces choses-là. Ça veut dire qu'on a encore des choses à se dire. Ça veut dire qu'on peut explorer d'autres échanges, d'autres choses à faire ensemble. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, mais je vous le redirai à la fin. Si on fait ce chat aujourd'hui avec les bonnes copines, c'est parce qu'avec Florence Axel et toute l'équipe, on s'est dit que ce besoin-là des filles de savoir parler de soi, de son activité, d'être convaincante, de marquer des points quoi, avec ça, c'était certainement un besoin énorme. Moi, ça correspond aussi à ce que je vois dans ma pratique. Et donc, on va probablement euh, lancer un cours complet, un package, comme il y en a eu d'autres là ces derniers mois. Donc, pensez-y, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, je vois en même temps. Pourquoi une question d'ego? Ben oui, parce que la question, c'est Manon hein, qui me dit ça. Hello Manon. Question d'ego parce que quand les gens me disent mais j'ai l'impression que je me vante, j'ai l'impression d'être égocentrique, je suis pas sûre que les gens comprennent pourquoi je parle de moi. Euh, Commencez par vous demander ce que veulent les gens à qui vous parlez. Ah, Sylvie me demande les 10 points en TGV. Sylvie, je les ferai quelques minutes avant la fin. Alors, je reprends la suite des questions. Clémence me dit, mon discours ne semble pas clair malgré ma formation immobilier. Donc Clémence, j'imagine que tu as eu l'habitude d'avoir, voilà, d'être convaincante, mais tu ne te trouves pas assez clair et succinct. Alors là, conseil vraiment très pratique, les filles, faites-vous des versions différentes de votre pitch en format 40 à 50 secondes, en format 2 à 3 minutes. Et puis, si vous faisiez une mini-conf et que vous aviez 10 minutes, un quart d'heure ou même une heure pour parler de ce que vous faites, qu'est-ce que vous iriez raconter? Ça, c'est super intéressant. Encore une fois, ça prend du temps, mais bon, on en a tellement de bénéfices que ça vaut le coup de le faire. Pourquoi je vous dis 40 à 50 secondes? Parce que si vous testez le truc, c'est le délai, en gros, un peu moyen de temps de parole avant que quelqu'un ait envie de réagir en face. Bon, sauf si vous parlez à quelqu'un vraiment super introverti et qui va vous laisser parler longtemps. Mais en gros, quand on a dit, et ça fait 4 phrases à peu près, allez, je vous la fais. Bonjour, je m'appelle Ève Chegaray, je suis chroniqueuse sur la chaîne BFM Business. Je m'occupe d'une émission qui s'appelle la BFM Academy, qui est un concept que j'ai créé il y a quelques années. Et l'autre partie de mon activité, c'est que j'accompagne les patrons de start-up dans leur communication orale. Bon, j'ai pas vraiment compté, mais il y a fort à parier que ça faisait 40 bonnes secondes. Et en fait, on a l'essentiel en 40 secondes. Après, il y a des gens qui vont me poser des questions sur, j'en sais rien, comment je suis arrivée chez BFM. Il y en a d'autres qui vont me demander qui sont les startups que j'accompagne. Il y en a d'autres qui vont me demander s'il faut une préparation spéciale avant une interview. Vous voyez, chacun va rebondir sur le truc qui l'intéresse. Moi, je préfère vraiment, dans un échange, dérouler la plotte, dérouler le fil, comme ça, suivre le fil de la plotte qu'on m'a tendue, plutôt que de partir bille en tête à vous dire tout d'une partie de ce que je fais. Peut-être que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Donc ça, c'est le mini pitch, voyez. Et puis la version intermédiaire, elle est importante aussi. C'est le truc qui explique un peu plus d'où vous êtes parti, pourquoi vous proposez ça, à nouveau, quels bénéfices on en a. Testez-vous, encore une fois, avec la vidéo et tout ça, en prenant des feedbacks
Et plus on le fait, voilà, Karine, tu as raison, plus on le fait, plus on gagne en confiance. C'est un cercle vertueux, je te dis, Karine. J'y bosse depuis 4 mois et je commence à être à l'aise. Oui, merci pour ton témoignage. Et toutes les occasions sont bonnes. Il y a des situations que moi j'adore, c'est les commerçants dans votre quartier. Euh, c'est super. Les gens avec qui vous pouvez, à l'école, les mamans à l'école, pour celles qui ont des gamins et qui vont encore les accompagner à l'école. Vous voyez, toutes ces situations un peu cool comme ça, où ça vous fait pas perdre un client et où, si ça se trouve, peut-être ça vous en ferait gagner un ou un contact. Moi, je considère que c'est comme un prospect, toutes ces personnes qui peuvent vous envoyer vers quelqu'un qui vous aiderait à. Vous savez, les passeurs et les passeuses, c'est super important dans nos business, nos micro-entreprises et tout ça. Donc, considérez-les comme des prospects, ces passeurs. Et puis, c'est vrai que c'est quand même moins lourd de conséquences de discuter avec sa boulangère qu'avec l'acheteur de tel grand groupe, etc. Alors, j'ai encore une question sur l'âge. J'ai plusieurs questions sur l'âge. Certaines d'entre vous m'ont demandé comment faire alors qu'elles ont 45, 47 ans ou je ne sais pas quoi. Donc, on dirait que vous êtes moribondes, les filles. Et je crois que je peux me sentir un peu raccord sur l'âge avec celles qui ont posé ces questions-là. Donc, je vais vous parler du « est-ce que je suis pas trop vieille ?» Ça, c'est mes guillemets, hein, les deux doigts. Et puis, il y a Sophie qui a 25 ans et qui, là, me parle de sa difficulté à avoir l'air un peu installé, quoi, et à ce qu'on la prenne au sérieux. C'est vrai que ça, c'est un sujet. Les conseils que je vous donne là, les pistes d'entraînement surtout, hein, que je vous donne là, ils sont bien sûr à moduler en fonction de vos situations. C'est toujours la question du contexte. Hein. Alors, allez, je pars de la plus jeune. Quand on est un peu jeune, et c'est vrai qu'en France, on ne donne pas trop la prime à la jeunesse, que c'est souvent difficile de commencer. J'avais vu que dans les pays baltes, ils ont des ministres entre 25 et 30 ans. On n'arrive pas à imaginer ça chez nous. Bref, quand tu es jeune, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vraiment axer sur, tu dois renforcer sur la fiabilité, hein, aller chercher le contrepoint de ce que peut-être vous n'avez pas. En fait, tu vas pouvoir prouver que tu l'as autrement. Et donc, tu reprends la bonne vieille méthode de raconter, expliquer, illustrer ce que tu sais faire et que tu aies 25 ans ou 85 ans, Sophie, bah, tu vas prendre le contexte dans lequel tu opères, les missions que tu gères, les résultats que tu as, la façon dont tu as construit ta boîte, par exemple. Je vois que là, tu me parles de rendez-vous client pour faire connaître ton offre, tu es dans l'immobilier. Et donc, ça, c'est important. Donc, va forcer sur la fiabilité. Et pour la fiabilité, on cherche à donner de la preuve. Donc, on met du chiffre, on met des comparaisons, on met des analogies. OK? Et puis, quand on se dit que ça y est, ça fait des années qu'on a arrêté de bosser, on a élevé ses enfants, on a 47 ans, comme je crois que c'était Catherine qui me posait cette question-là, et bien Catherine, ce que tu te dis que tu n'as peut-être plus, ou ce que tu te dis que tes futurs clients ou employeurs se disent que tu n'as plus, c'est quoi? Dans la jeunesse, on pense à quoi? Flexibilité, être au courant des derniers trucs, énergie, disponibilité. Eh ben, va nous raconter dans la présentation de ton offre et de ce que tu sais faire. Montre-nous que tu connais les derniers outils, par exemple, je crois que c'est une des questions que tu posais, les médias sociaux, etc. Raconte-le, mets ton profil Facebook, illustre. Il n'y a que l'illustration qui est possible. Maintenant, c'est marrant, j'ai Sylvia qui me dit de pas franciser mon nom, Chegaray. Voilà Sylvia, t'as raison, les Basques. Mais c'est la famille de mon mari et ils disent Chegaray. Voilà, je referme cette petite parenthèse. En fait, c'est dur de pas faire attention à tous les trucs du chat à côté. C'est même très sympa. Donc, sur l'âge, c'est vraiment dans votre tête que ça va se passer. Mais pour aider la tête, il faut se donner des méthodes. Donc, c'était Catherine. Et puis, les autres qui se posent ces questions-là, j'ai vu passer là vite fait dans le chat des trucs aussi. Si vous vous dites, voilà, il faut que je m'excuse d'avoir 45 ans,
ou 39 et demi, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai connu une fille qui, à 28 ans, fréquentait des gens tellement juniors que dans des micro-startups, etc., qu'elle a commencé à 28 ans à mentir sur son âge. Donc, je vous laisse imaginer, c'est mal barré, hein. Euh, donc oui, Juliette, ce sera mis en ligne. J'ai une petite question qui demande si ce sera mis en ligne. Donc non, non, on ne triche pas sur son âge, mais on n'y va pas non plus en le donnant, vous savez, en premier. À une époque, j'ai accompagné des hommes qui étaient des managers de transition dans le monde de la finance. Donc plutôt pas très enclin à parler d'eux, pas super fun par définition, parce que c'est le métier qui veut ça. Et c'était plutôt des gens qui avaient été souvent licenciés et qui, pour se remettre en activité, ben, acceptaient donc de faire des missions de transition qui pouvaient être très intéressantes, hein, mais ils avaient l'impression d'être un peu déclassés, quoi. Et on s'entretenait, on les entraînait sur leurs entretiens, et ils faisaient ce truc dingue, c'est que bonjour Robert, 52 ans, 27 ans d'expérience dans la finance, etc. Bon, ben, Robert, on voit que t'es pas un perdreau de l'année, ça va, t'es pas obligé de nous mettre ton âge à la figure comme ça. Et puis 25 ans d'expérience, ben 10, on voit que t'es pas un perdreau de l'année, donc on se doute bien que tu as quelques années d'expérience au compteur, et tant mieux. Mais vous voyez, faites pas de cette question de l'âge. Voilà, on va pas s'excuser, Camille, d'être trop jeune, d'être trop vieille, trop blonde, trop ronde. On est comme on est, mais ce qu'on est et ce qu'on sait faire, ça sert à quoi? Je suis devenue une super pragmatique avec le temps. Ça sert à quoi? Je me souviens d'un prospect. D'ailleurs, comme par hasard, on n'a jamais fait affaire. C'est plutôt intéressant. Il m'a posé des questions sur mes méthodes et j'ai jamais vu ça. J'aurais dû lui faire un mini cours de comment devenir coach, si vous voulez, coach en communication. Et en fait, il avait peur. À l'époque, j'avais pas su prendre ces questions comme un argument pour aller creuser et d'ailleurs le coacher un petit peu avec ça. Et il en voulait toujours plus de fiabilité sur où je m'étais formée à l'accompagnement, quelle start-up je connaissais, qui j'accompagnais. Bon, par définition, sauf si j'ai un client qui me dit OK, on en parle, mais c'est plutôt un métier où on reste un peu discret sur qui on a accompagné. Donc c'était infernal, faut pas aller surjouer la preuve non plus. À chaque fois que quelqu'un insiste trop sur un truc comme ça, il faut il faut un peu changer d'angle. Alors, maintenant que j'ai à peu près abordé, alors attendez, je fais redéfiler. Ah oui, et puis il y avait Virginie, pardon. Et puis après, je pioche dans le chat là, avec le petit quart d'heure qui nous reste. Virginie, tu me demandais si j'avais une trame de présentation dynamique et professionnelle. Euh, Et tu avais cette deuxième question qui était sympa dans sa formulation, comment éviter l'égocentrisme et la logorée. C'est un peu ce que j'évoquais là il y a quelques minutes. Ben, on essaie que ce qu'on dit sur soi, hein, ça soit axé sur les gens qui nous écoutent. Donc la trame de présentation, je suis pas sûre de comprendre ta question, donc je réponds voilà telle que je la comprends, et puis vous me donnerez votre tour, les bonnes copines. Une trame, c'est quoi? Moi, je le comprends un peu comme un plan de ce qu'il faut dire. Alors, vous savez, il y a plein de formules. C'est pour ça que je vous disais, euh, c'est important de tester plusieurs formules. Il y a la formule réseau. Hier soir, j'étais avec surtout des startups du web. Il y a des codes. Tout le monde se tutoie, tout le monde se dit et toi tu fais quoi? On se le raconte comme ça, on compare avec d'autres choses, c'est informel, ça passe bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de l'impact et donner des bons exemples aussi. C'est vrai que c'est informel. Et puis quand quelquefois je suis reçue ou j'interviens dans des contextes où c'est un peu, je suis sous les, comment on dit, les ors et les lambris de certains établissements très très chics, des banques privées, que sais-je. Bon, ben, je vais m'adapter, je vais avoir un discours plus institutionnel. Et ça, c'est vrai que je le prépare plus énormément parce que je suis rodée, mais moi je passe par l'écrit, hein. Tout ce que j'ai mis en œuvre à l'oral, c'est après m'être fait des fiches. J'aime bien cette idée. J'adore le papier, moi. Alors je fais des fiches sur du papier Bristol. Et, et ça m'est arrivé d'aller en rendez-vous il y a des années avec mes fiches Bristol dans le sac. Je les ai pas sorties
mais je savais qu'elles étaient là. Et puis le travail avec la main, ça me fait mémoriser les choses autrement. Et quelque part, j'avais comme un jeu de cartes dans mon sac. J'avais mes 10 fiches qui parlaient de 10 grandes situations que j'avais abordées dans ce que je fais dans ma vie professionnelle. Et j'avais comme un jeu de cartes, quoi. Et selon le jeu de cartes de mon interlocuteur, et ben moi, je sors telle ou telle carte. J'espère que cette image vous parlera. Donc la trame de la présentation, en tout cas, on doit y trouver notre secteur d'activité, notre métier, notre façon de le faire, un minimum de pourquoi c'est nous dans ce truc-là, à un instant T, qui on vise, et puis comment ça va profiter à ceux dont on va s'occuper ou à qui on va vendre ce qu'on sait faire. Voilà, j'espère Virginie avoir répondu à ta question pour ce qui est de la trame. Dans la trame, moi je vois plus finalement une recette, vous voyez, il y a des ingrédients, il y a plein de façons de faire certaines recettes, vous pouvez ajouter certaines petites touches, vous pouvez même ne pas donner certains ingrédients, ça va susciter des questions. On va vous dire, ah mais ça manque de sel, eh bien ok, je te rajoute du sel, je vais te dire pourquoi j'ai monté ma boîte par exemple. On n'est pas obligé de tout dire. Allez, j'ai une formule un peu trash. On n'est pas obligé de coucher le premier soir. Vous voyez, on peut faire désirer la suite. Alors, il y a un sujet dont je veux m'occuper là avec les 10 minutes qu'on a encore à passer ensemble. J'adore vos réactions. En fait, c'est super de voir tout ce qui monte là, la petite fenêtre à droite. Alors, j'ai compris qu'il y en a qui ont passé 10 ans à s'occuper de leur gamin. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui cherchent un job, il y en a qui vont peut-être parler d'un licenciement qui a été délicat, etc. Et puis j'ai vu la question de l'argent. Vous avez raison les filles, il faut parler de l'argent. Comment on garde de l'aplomb quand on parle de ses tarifs, etc. Alors du coup, j'ai 2 sujets. Alors, le premier, quand vous êtes au chômage depuis un moment, etc. Il y a une stratégie à avoir. Là, c'est un petit peu en dehors de mon sujet aujourd'hui. Je vais le relier à la question de l'âge ou de tous les trucs un petit peu gênants. Ou même de… Merci Patricia qui me dit que je suis passionnante. Merci. Donc, je relis au truc délicat qu'on adorerait on adorerait qu'on ne vienne pas nous titiller sur ça. Mais a priori, c'est imparable. On va forcément nous demander ce qu'on a fait nous ces 10 dernières années ou pourquoi on est plus cher que le marché. Zut, gros bug. Oui, en effet. Bon, allez, je reviens. Allez, 10 minutes. Voilà, juste quand on parlait des sous. Donc, on parle des trucs vraiment délicats, genre je suis au chômage et tout ça, et puis de l'argent. Alors, les trucs délicats, moi je dis que là, il faut avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire que là aussi, il faut vraiment bosser en amont, parce que c'est comme les critiques, remarques, objections, questions, c'est des trucs délicats, ça va venir. On a le droit de dire, quand on est au chômage, que oui, c'est pénible, mais voilà, on va raconter des trucs, donc on va parler des trucs à raconter. On a le droit de dire qu'on commence son activité et qu'on n'a pas encore beaucoup de clients, mais ça questionne sur les offres pour se lancer, etc. Donc il faut les anticiper, il faut s'écrire des scénarios, il faut mémoriser toutes les fois où on nous a fait des crocs, critiques, remarques, objections, questions, où on n'a pas été confortable, qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi ça n'a pas marché. La petite lueur quand même du truc qui a peut-être eu l'air de un petit peu mieux marcher quand même. Voilà. Donc faut vraiment passer par de la préparation. Alors il y a vraiment des gens qui sont les spécialistes des sujets retour à l'emploi, etc. Moi, je vais aller sur l'axe des compétences. Quand on a passé 10 ans à s'occuper de ses gamins, je crois que toute la vie sont maman, on le sait, qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que ça demande comme nouvelles compétences, qu'est-ce que ça demande comme organisation, comme créativité, comme networking, comme quoi encore. Moi, je suis pas dans une famille nombreuse, mais quand même, donc vous avez certainement des idées là-dessus. Je suis désolée, mais ça, c'est plein de compétences. Donc, quand on a passé 10 ans à s'occuper de ses enfants et qu'on veut rebosser, il faut surjouer le truc de j'ai été une super momie et voilà tout ce que j'ai fait
des projets auxquels j'ai participé, euh, des trucs que j'ai montés avec d'autres. Je pense que la question du lien avec la société est importante. Donc voilà, comment j'ai fait les choses avec le monde du actif, quoi. Et puis là aussi, on va être dans la recherche de preuves dans le bon sens sur en quoi je suis active, en quoi je suis réactive, en quoi je suis au courant de tout ce qui se fait. Et puis on va être dans la proposition. Maintenant les filles, pour tous les sujets où vous étiez un peu décalés ces derniers mois ou ces dernières années, il faut être conscient qu'il va probablement falloir donner avant de recevoir. Et moi, je suis vraiment pour le truc d'aller faire un stage gratos chez des amis d'amis, de faire une première mission de quelque chose euh, chez voilà une boîte qu'on pourrait aider. Alors ça se négocie. Il ne faut pas que le gratuit ce soit du gratuit à perte, ni que vous ayez l'impression d'être la dernière roue du carrosse, ni que ceux pour qui vous allez bosser, ils se sentent en dette envers vous. Mais il y a des échanges à faire, des échanges de prestations, ou même rien qu'un testimonial, un témoignage d'utilisateur d'une entreprise, d'une boîte quelle qu'elle soit, qui va raconter de façon bien faite tout ce que vous avez fait pour eux, ça va être des choses à mettre à votre actif. Donc ça, c'est important. Ce qui est super important, c'est d'avoir très vite des références. Là, je pense un petit peu plus à celles qui se lancent à leur compte qu'au retour à l'emploi. Mais on a aussi le droit de parler de nos prospects. On va pas mentir et dire que c'est des clients, mais on peut dire que oui, tiens, on est en train de discuter avec Orange de telle prestation en ce moment, histoire de lancer des noms et de donner des trucs un peu tangibles pour alimenter. Céline, tu as essayé de travailler gratuitement, ça n'a pas marché. Ben oui, ça marche pas forcément le premier coup. Ça doit être vraiment bien packagé, ça doit être gagnant-gagnant. Donc il y a beaucoup de boulot de marketing, même pour proposer une offre gratuite. Là, c'est le moment à 5 minutes de la fin où j'ai ma petite frustration, où je vois qu'il y a tellement de questions que je ne vais pas pouvoir traiter. Alors, je veux parler d'argent, du pognon, des gros sous. Il nous en faut pour vivre, ça, il n'y a pas à tortiller. Euh, Peut-être que certaines d'entre nous, à certains moments, on aimerait vivre, je ne sais pas, de façon artistique ou que les sujets d'argent ne soient pas des vrais sujets. Et bon, il faut y aller. Alors, d'abord, il y a toujours des prix sur un marché. Donc, enquêter sur les tarifs d'un marché, c'est un truc super important. Moi, je sais que voilà, il y a 10-12 ans, j'ai assumé, j'étais contente, ça m'excusait de commencer, vous voyez. J'ai assumé d'être un petit peu moins cher que mon marché. Pas grand-chose, mais j'aimais bien dire que voilà, j'avais des tarifs raisonnables. Je parle de la partie accompagnement d'entrepreneurs. Et du coup, comme je savais que c'était raisonnable, j'étais plus à l'aise pour en parler. Et puis un jour, il y a une super commerciale qui m'a donné un truc, euh, qui m'a dit de demander à mes prospects quel était en gros leur budget temps. C'est-à-dire, avant de dire à quelqu'un, ben, est-ce que vous avez envisagé un budget à consacrer à votre coaching en communication, ben, j'ai pris l'habitude de demander aux gens, euh, est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'ils sont prêts à y consacrer du temps, est-ce qu'ils ont réfléchi voilà, comment ça allait s'insérer dans leur vie professionnelle très active, plusieurs façons de le demander. Pourquoi ça marche? Parce que ben, le temps, c'est de l'argent. Oui, Stéphanie, ce sera rediffusé. Non, ce sera mis en ligne, je crois. Le temps, c'est de l'argent. Donc, quand vous demandez aux gens ce qu'ils sont prêts à investir en temps, vous les mettez déjà sur la piste de ce qu'ils sont prêts à investir tout court. Donc ça peut être une piste pour celles qui ont des métiers de service comme ça. Et puis, l'argent, il ne faut pas attendre qu'on nous le demande. Ça peut être vraiment très très bien dans une relation commerciale de demander à quelqu'un s'il a prévu un budget, ou de quel type de budget il propose, ou quel serait le budget adapté pour lui. Il faut être vous savez, en mode j'enquête. Voilà. Et puis, on peut aussi ne pas répondre tout de suite. Ça, c'est important de se mettre à distance. Si on sait qu'on rougit un petit peu, Karine, oui, offrir des journées de prestation plutôt que de baisser son tarif. Si on reçoit du feedback, on vous dit non, c'est trop cher. D'abord, c'est trop cher par rapport à quoi?
Et là, on reprend, vous savez, le procédé qu'on a vu tout à l'heure sur la préparation aux critiques, remarques, objections, questions. C'est que, ok, ben j'entends votre point sur les tarifs. C'est vrai que le budget là sur cette prestation, c'est quelque chose de très important. Vous voulez qu'on en parle, hein, qu'on aille voir un petit peu plus loin comment on pourrait faire? Personne va vous répondre oui, donc vous obtenez un oui. Vous avez une sorte de deal de ok, on s'en occupe, on en parle. C'est important, vous voyez, de pas se livrer comme ça. Oui, ok, c'était le prix. Ah non, ça vous va pas. Ah bon, combien je vous fais comme réduction? Non, c'est pas ça. Si ça se construit ensemble, on peut dire que ok, on y réfléchit. Surtout avant d'accorder une réduction, on y réfléchit, on voit ce qu'on peut faire de mieux, on revient vers eux, etc. Et puis quand vous faites un, une faveur, demandez un petit truc en plus. Demandez d'emblée qu'on vous fasse un témoignage, une recommandation, un aménagement horaire, etc. Vous savez, c'est important. Je parlais d'ego tout à l'heure en disant, voilà, pas d'excès d'ego sur le côté, on va pas aller se vanter, tout ça. Mais pour rester un peu droit dans ses bottes et sentir qu'on ne s'est pas fait malmener sur ses tarifs, n'hésitez pas à demander. Bon, écoutez, il y aurait voilà des mois de discussion à avoir. Je vais devoir conclure. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre intérêt, des questions qui avaient été posées avant et de toutes les questions, réactions et suggestions qui ont été postées dedans. Il y a plein de choses. Donc, si j'ai tout bien compris, on va pouvoir podcaster, enfin revoir cette webconférence. Et puis, je vous avoue qu'il y a un truc que je ne sais pas, c'est est-ce que tous vos petits mots qui se sont affichés dans le chat public, là, est-ce que ça va être conservé? S'il y en a une qui sait. Bon, il y a Cathy qui me dit que je suis sympa, ça me fait plaisir. Alors, les gens accordent moins d'importance à ce qui n'est pas cher. Karine, tu es très active. Ça, c'est important de bien réfléchir quand même sur vos tarifs. Vous savez, il vaut mieux perdre quelques occasions que commencer à faire n'importe quoi avec ces tarifs. Et quand quelqu'un vous dit non sur un tarif, offrez-vous au moins le luxe de lui demander, enfin, vous voyez, de mener l'enquête. Qu'est-ce qui aurait été le bon tarif? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce qu'ils ont vu autre chose ailleurs, etc. Soyez vraiment spécifiques, les filles, voilà, sur votre démarche commerciale. Moi, je vois la démarche commerciale des indépendants ou des petites boîtes un peu comme du journalisme ou je sais pas, de l'investigation. Il y a beaucoup de choses à aller tendre. Alors, que vous dire encore? Bah, écoutez, si vous avez des questions, moi je serais vraiment super partante pour vous donner quelques petits compléments de réponse. Sur mon site, hein, tout simplement sur evechegaret.fr, il y a une page contact, donc si vous voulez, vous mettez la référence à ça. Ouais, j'espère que 2015 va exploser, Patricia. Je peux vous poster via les bonnes copines, si on ne l'a pas déjà fait, mes 10 commandements, parce que franchement, vous avez de quoi bosser avec ça. Et puis surtout guetter, parce qu'il est fort probable que en 2015, probablement premier trimestre, on lance avec les bonnes copines un vrai programme complet sur ce sujet-là pour que ça vous aide à prendre votre place sur votre marché, trouver les clients qui vous vont bien et que vous méritez, avoir des niveaux de tarifs, bon ben, corrects, réalistes, mais qui vous permettent de vivre. Voilà, tout ça, c'est pour la bonne cause. Merci les bonnes copines et à bientôt. Ciao!